va commencer la séquence avec une intervenante en présentiel que je remercie d'être ici, Liane Yu de l'ENS de Lyon, qui va intervenir sur enquêter sur les effets des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur. Quelles méthodes et quels résultats? Liane, les règles du jeu sont la suivantes. Vous avez 10 minutes pour présenter vos recherches. Ça va 15 minutes? Alors, on va dire 15 maximum. L'idée, c'est d'après de pouvoir avoir des interactions avec la salle, mais aussi avec le public qui est en distanciel. Ok, super. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous asseoir ou pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphanie. Et bonjour à tous et à toutes. Je suis doctorante dans la 4e année de thèse en sciences de l'éducation à l'ENS de Lyon, mais aussi au laboratoire ECP à l'Université Lumière Lyon 2 sous l'encadrement de Jean-Charles Chapin de l'ENS de Lyon. Et notre objet de recherche est l'ACES. Il veut dire les dispositifs et actions d'éducation par les arts et la culture dans l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous certains résultats observés dans notre thèse, enquêtés sur les effets de l'ACES. Quelles méthodes et quels résultats? Et nous avons entendu parler beaucoup de la politique de l'éducation artistique et culturelle au primaire et au secondaire. Et dans le domaine de l'enseignement supérieur, on met en place plusieurs actions et dispositifs liés aux arts et la culture, même si les derniers ne font pas partie des programmes de la politique EAC. Nous nous intéressons, c'est par la curiosité, nous nous intéressons aux effets produits par ces actions et dispositifs d'ACES dans le cadre de l'enseignement supérieur. Et quels sont-ils? C'est une des questions que nous nous sommes penchés dans notre thèse. Et pour notre terrain de recherche, nous avons interviewé 44 acteurs dans le domaine d'art et culture dans l'enseignement supérieur. Et il y a des acteurs en lien avec les arts et la culture comme des artistes, des responsables de services culturels à l'université ou dans des écoles, des concepteurs des programmes. Il y a aussi des enseignants FLE, français langue étrangère, au sein de l'université. Il y a aussi des étudiants étrangers et francophones en sciences humaines et en sciences humaines sociales et en sciences exactes. Et comme vous voyez ici, c'est la composition de mon terrain de recherche. Je n'ai pas indiqué les chiffres pour chaque catégorie parce qu'une même personne peut avoir plusieurs rôles. Par exemple, un chercheur en chimie peut aussi être le responsable de la culture à l'université. Donc, un interviewé peut avoir plusieurs perspectives en fonction de ses pratiques multiples. Et au cours de notre thèse, nous avons aussi participé à un projet de la création sonore. J'ai mené des mini-enquêtes à cette occasion auprès des étudiants et des personnels de l'ENS de Lyon. Je leur ai demandé de me parler de leur expérience marquante en lien avec les arts et la culture dans le milieu universitaire. Et notre hypothèse est que ces effets seront liés aux expériences esthétiques transformatives. Et c'est ce que nous cherchons, ces traces dans les problématiques d'entretien. À travers un état de l'art international et européen, nous avons que sur les indicateurs des arts et la culture proposés par les travaux existants que nous avons repris et retravaillés, nous avons d'abord classé les effets dans une grille sous 6 dimensions. Il y a la dimension professionnelle, économique, sociale, sociétale, intellectuelle et économique, parce qu'il n'y a pas assez d'espace et nous n'avons pas listé tous les items ici. Par exemple, dans la dimension économique, on témoigne de la construction progressive d'un réseau professionnel à travers l'ACES. Et dans la dimension sociétale, on souligne qu'il y a non seulement énormément de choses d'ACES, mais surtout des choses très, très différentes à faire. Et cette insistance sur la différence révèle la diversité qui a une valeur sociétale. Et dans la dimension personnelle, les ressentis forts marquent profondément. Par exemple, Nicolas parle quelque chose qui nous touche à l'intérieur. Romain parlait d'un geste qui peut le marquer pendant 10 ans. Et Pei Xian raconte sa résonance physique avec un minuteur dont le son était proche de ses battements de cœur. Céline évoque l'épuisement après avoir créé un groupe tellement fort. Et Yasmine parle de la vibration.
il faut vibrer avec le spectacle pour que ça puisse vraiment nous changer de l'intérieur. Et dans la dimension intellectuelle, par exemple, la cesse acquise une attention aux détails, au marginal, à inaperçu, qui enrichit l'expérience quotidienne. Et dans la dimension sociale, nous identifions un développement et l'importance d'être ensemble, l'engagement collectif. Par exemple, Léopold apprend à déléguer, compter sur l'intelligence collective, monter collectivement des projets. Il souligne l'apprentissage de faire des choses ensemble. Et Lucio valorise la réussite collective. Réunir 7 personnes, etc., toute une semaine pour créer l'exposition ensemble. Et il y a 2 pistes qui suscitent notre intérêt à travers, à travers cette grille sous-dimension. Premièrement, nous remarquons l'existence des influences ou des effets qu'on peut difficilement apercevoir, mais qui s'accumulent. C'est pourquoi nous appelons cette première dimension processuelle. Et dans la deuxième piste, c'est que nous portons également un intérêt à savoir s'il existe des interactions entre ces dimensions. Par exemple, est-ce que ce sont des dimensions endogènes comme la dimension intellectuelle et personnelle qui permettent des dimensions exogènes comme la dimension sociale, sociétale et économique. Et ensuite, nous avons réussi à inclure des émotions et des ressentis repérés parce que nous avons identifié beaucoup d'émotions et de ressentis apparus dans nos entretiens, des verbatims d'entretien. Nous les incluons dans les différentes étapes de l'expérience esthétique transformative selon les verbatims correspondant à chacune d'elles. Et nous avons donc réalisé un diagramme de Sankey afin de visualiser et analyser les flux des sentiments. C'est le diagramme de Sankey qui permet de visualiser et analyser les flux de sentiments qui traversent plusieurs dimensions des faits et à travers les différentes étapes de l'expérience esthétique transformative. Et c'est à vous trois. Oui, en gauche. En gauche, ce sont les différents sentiments et des émotions sorties. Et au milieu, ce sont les 6 dimensions des faits que je vous avais présentées tout à l'heure. Et à gauche, il y a ça qui cache en fait, on peut peut-être, ouais, il y a 4 étapes de l'expérience esthétique transformative. Et à partir de cette visualisation, nous pouvons observer les co-occurrences entre les dimensions à travers les sentiments qui mobilisent plusieurs dimensions des faits, représentées ici par les connexions plusieurs vers un. Par exemple, on peut cliquer ici, plusieurs vers un, parce qu'il y a certaines émotions et des ressentis qui collent juste une dimension effet. Il y a aussi des émotions, des ressentis qui collent plusieurs dimensions d'effet. Et nous constatons une interaction très fréquente entre la dimension intellectuelle et la dimension sociale, ce qui constitue le point de convergence entre la compréhension individuelle et les normes collectives. Et une autre interaction récurrente s'établit entre la dimension personnelle et intellectuelle. De plus, la dimension personnelle se connecte régulièrement à la dimension sociale, suggérant que les ressentis personnels acquièrent une signification particulière lorsqu'ils sont partagés ou mettre en perspective avec ceux des autres. Ces interactions relèvent que la dimension personnelle, intellectuelle et sociale s'articulent constamment entre elles. Et même si nous disposions peu de données concernant la dimension sociétale et économique et que nous observions très peu de co-occurrences entre la dimension personnelle et sociétale, nous pouvons déjà formuler une hypothèse qu'un phénomène de développement global où ces dimensions s'interagissent constamment mutuellement entre elles. Et de plus, à travers un codage très fin de nos verbatims, nous avons pu établir les liens entre les différentes items d'effets. Ainsi, ainsi, nous avons identifié, on a construit un réseau
Et on a identifié, à travers ce réseau que vous allez voir tout à l'heure, tout de suite, des items générateurs, catalyseurs, médiateurs dans cette expérience en lien avec les arts et la culture. Ici, et ce sont des réseaux des items qui ont plus de connexion. Par exemple, le item I4C, tout d'abord, il veut dire exemple contre la compréhension. Je ne sais pas si vous voyez clair les noms de chaque item. Ok, super. Et qui se caractérise par 9 sorties et aucune rentrée. Cette configuration fait de lui un générateur potentiel capable d'agir comme un catalyseur. Cette position suggère que la confrontation a des incompréhensions comme des moteurs de développement. Et idem PR3P, qui a aussi beaucoup de connexions. Et cet idem, ça veut dire ressenti ou émotion intense, se situe au deuxième pôle catalyseur. Il se distingue par l'absence de connexion entrante, comme idem qu'on a vu tout à l'heure. Et nous considérons ce facteur émotionnel comme un catalyseur clé dans d'autres dimensions du développement. De plus, nous avons trouvé des chaînes de transformation. Ouais. C'est tout à... Tous les items sont listés ici, les connexions sont listées ici. Il y a certaines transformations qui contiennent 3 items qu'on a nommés des chaînes. Et ces chaînes montrent que la transformation n'est jamais immédiate. Elle a besoin du temps de cumul d'expérience, donc d'un vrai parcours entrelaçant. Hypothèse est que nous avons formulé à travers ce réseau est que la dimension intellectuelle se manifeste par des expériences personnelles et souvent par une médiation sociale, et que ces 3 dynamiques se convergent finalement vers la dimension sociétale. Il est important de souligner aussi les limites de la construction de ce réseau et la limite de cette analyse de réseau. Premièrement, c'est la taille de l'échantillon est modeste. Il y a 67 connexions, 67 changements ont été détectés, ce qui ne signifie que des tendances fortes, mais elles ne peuvent peut-être pas considérées comme statistiquement convaincantes. Et de plus, une autre limite possible est la possible subjectivité de la réduction de l'expérience humaine à des flèches, à des connexions, et la classification des émotions et des ressentis dans une dimension des faits et dans une étape de l'expérience esthétique transformative, alors que l'expérience elle-même se déploie dans un continuum et que l'apprentissage se développe dans son ensemble. Donc, nous pouvons dire que l'influence est globale, non linéaire et dynamique. Les dimensions s'interpénètrent, interagissent constamment et l'individu se développe et se transforme dans son ensemble de manière holistique. Mais ces phénomènes sont accessibles à une enquête précise comme celle de la nôtre et qui permet de caractériser les transformations et de monter des régularités potentielles. Et un des principaux résultats est qu'il se révèle à la fois impossible et inutile d'identifier des phénomènes de causalité simple et linéaire entre l'expérience individuelle et effet, contrairement aux hypothèses qui font des travaux expérimentaux. Et dans notre thèse, nous avons aussi souligné l'importance de collecter le plus de traces possible autour de l'expérience et en particulier ce que nous avons nommé des expériences marquantes. En effet, ce qui a été exprimé verbalement est toujours très organisé, linéaire et qui ne reflète qu'une petite partie de la réalité. Et dans le prolongement de cette thèse, il faut enrichir les enquêtes avec par plus d'études de cas. Et il faudra voir si un travail statistique peut permettre d'affiner les schématisations sans contre les résultats principaux. Donc, en respectant la nature complexe et entrelacée des liens entre expériences esthétiques transformatives et effets manifestés par les répondants. Et j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup, Léane, pour cette présentation qui fait écho à bon nombre de travaux qui ont été menés par ici. On sait que enquêter sur les effets des arts et de la culture pendant le temps des études, c'est aussi se pencher sur
une temporalité singulière et sur un temps qui est à la fois celui de l'affranchissement du jeune adulte et celui de la réconciliation de l'enfant qu'il a été. Vous l'avez dit et j'ai noté, la transformation n'est jamais immédiate, c'est vrai, et on n'est pas le même étudiant quand on est en première année que quand on est en master et au-delà. C'est presque une vie qui s'écrit au sein de l'université. Du coup, je vais profiter d'avoir la parole pour vous poser la première question. Comment vous allez traiter cette dimension temporelle singulière? Ouais, en fait, dans notre thèse, nous avons proposé, comme je dis à la fin, de collecter le plus de traces possible autour de l'expérience parce que, et surtout, et en particulier, ce que nous avons nommé des expériences marquantes, parce que ces expériences marquantes, ils sont déjà sédimentés, c'est-à-dire avec certains temps, court, moyen ou plus long terme. Du coup, je pense que c'est une méthodologie qu'on a proposée dans notre thèse pour traiter ce temps. Et ce temps est très intéressant parce que je me rappelle à certaines personnes qui m'a dit souvent que ça germe. Oui, ça germe. On doit être patient pour pour des effets qui s'accumulent et qui je sais pas, qui se détournaient ou à la fin, ils sont toujours dans ces expériences marquantes. Je sais pas si j'ai dit. Absolument, merci beaucoup. Pour me tourner vers la salle, est-ce que moi j'ai une question. Je suis Émile Roy, ex-Marseille Université. Ok. J'ai trouvé très intéressante votre proposition et surtout la typologie que vous proposez qui distingue en fait les dimensions intellectuelles, personnelles, sociales et économiques. Merci. Et en fait, l'un des objectifs du groupement d'intérêt scientifique à rééducation, c'est justement de comparer et de mettre en dialogue des expériences relatives à l'éducation artistique et culturelle. Et dans votre étude, donc, vous proposez cette classification des effets transformateurs selon ces 4 dimensions interconnectées. Et je me demandais si vous pensiez que ces dimensions, elles soient propres au contexte de l'enseignement supérieur ou s'appliquer, par exemple, à des publics qui seraient plus jeunes, par exemple des collégiens ou des lycéens. En d'autres termes, comment est-ce que vous envisagez de transférer la transférabilité de votre enquête au-delà du MaxSup Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que peut-être je n'ai pas mis beaucoup d'accent dans la présentation que j'ai fait une enquête auprès des publics de l'enseignement supérieur. Et oui, parce que c'est plutôt comment dire, c'est à travers ma pratique de cette recherche, je pense que cette méthode, il pourrait être transférable auprès des publics plus petits. Néanmoins, j'imagine déjà des difficultés à interroger ce public plus petit. Du coup, je pense que c'est aussi l'intérêt d'interroger des personnes plus grandes, j'ai dit des publics de l'enseignement supérieur. Et je suis je suis toujours contente de mon terrain de recherche parce que j'ai pas eu des difficultés à accéder à ce terrain et je viens de ce milieu universitaire aussi. J'ai très facilement accédé à parler avec eux et c'est un terrain fertile, je dirais. Et n'hésite pas à me poser d'autres questions si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore, moi, je vais rebondir. C'est quoi une expérience marquante? Pour moi ou en tant que chercheur, en tant que je n'arrive pas à donner une définition très très précise de cette notion expérience marquante, mais je pense que c'est quelque chose qui nous marquent, qui sont importants, qui sont significatifs pour moi, parce que je vous ai parlé aussi, j'ai participé à un projet de la création sonore, et c'est juste, avant, j'ai pas du tout à penser que je vais creuser sur cette notion expérience marquante, mais c'est à travers ce projet de la création sonore, je commence à interroger qu'est-ce que c'est expérience marquante. Et du coup, j'ai ramassé mes propres récits pour répondre à cette question. Et dans ma thèse, j'ai aussi définir qu'est-ce que cette expérience marquante. Vous voyez peut-être quand je finis mon podcast, vous le découvrez qu'est-ce que qu'est-ce que ce sont ces expériences marquantes pour moi. Mais en résumé, c'est quelque chose qui nous sont importantes, significatives. Et du coup,
je pense, en tant que chercheur, on pensait qu'il y a une valeur dans cette expérience marquante et ça devient une piste d'évaluer les expériences en lien avec les arts et la culture. Je vous remercie. C'est très intéressant pour continuer sur ça. Je regarde la salle régulièrement. Si vous avez des réflexions, Oui, petite question, parce que vu que je ne sais pas trop, il faut avoir participé à des recherches création, et je crois qu'on est dans Maxif également. Dans les expériences marquantes, ça prolonge peut-être, c'est aussi les erreurs, les échecs. L'art est fait peut-être contrairement à l'école, on s'est vraiment valorisé le fait de rater, de bifurquer, de reprendre, de recréer. Et du coup, est-ce que cet aspect-là, d'échec ou de ratage, d'erreur, est quelque chose qui est ressorti dans ton enquête? Ouais. En fait, dans ma thèse, je définis qu'est-ce que ce sont des expériences marquantes. Et dans ces expériences marquantes, j'ai raconté aussi, par exemple, il y avait un an, j'étais au festival d'Avignon et où j'ai vu un film qui m'a vraiment dégoûtée. Et ça, c'est aussi une expérience marquante. Et du coup, peut-être c'est pour toi, c'est un échec, mais c'est aussi quelque chose qui crée des ruptures. Mais en fait, en raconter ces expériences marquantes, on ne trouve pas des figures, mais ces ruptures-là, ce sont des micro-figures parce qu'ils se cachent dans ces récits d'expériences marquantes. Et ouais. Du coup, il y a cet aspect d'échec, je peux dire que c'est un échec, ou des inconforts dans ces expériences marquantes. Oui? C'est un million deux. Justement, pour dire sur l'expérience marquante, il me semble que ça renvoie à ce qui serait plutôt de l'ordre du ressenti, du vécu biographique. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a différentes manières, différents angles de regarder à peu près la même chose, c'est-à-dire des parcours biographiques. Finalement, chacun pourrait dire, moi, j'ai vécu un certain nombre d'expériences marquantes. Et en même temps, ce que vous avez montré longuement on peut finalement redécouper ces expériences marquantes et en faire le bilan selon il y a 5 axes. Voilà, il me semble que sur le social, le personnel, etc. Et je me demande comment ces deux logiques, ces deux manières de regarder s'articulent, si vous les articulez ou si ce sont deux choses différentes. Ouais. Merci pour vos questions et voilà votre aussi. Et pour l'expérience marquante, c'est plutôt une piste que nous avons proposée pour évaluer l'expérience en lien avec les arts et la culture. Et pour l'autre piste, ce sont des expériences esthétiques transformatives. En fait, dans notre thèse, nous les considérons comme deux objets distincts, mais qui ont certains liens entre ces deux choses. Et à travers nos récits bibliographiques, les expériences marquantes, ils pourraient être transformatives et ils sont des ruptures elles-mêmes. Mais dans l'expérience esthétique transformative, il y a 4 étapes. Il y a la première étape de la réception. On est ouvert pour toute l'expérience en lien avec les arts et la culture. Et la deuxième étape, c'est la rupture cognitive. Et cette rupture cognitive, il pourrait être vue comme expérience marquante. Et la troisième étape de l'expérience esthétique transformative, c'est l'épiphanie de insight. On a tout à coup compris quelque chose. Et la quatrième étape de l'expérience esthétique transformative, c'est l'effet après coup, après certain temps, on a compris quelque chose. Du coup, ils sont deux objets distincts, mais qui ont certains liens. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question, mais n'hésitez pas à me poser si je ne suis pas claire. Oui. Ma question, c'est, vous avez mentionné de nombreux profils d'étudiants, que ce soit en sciences humaines et sociales ou en sciences dures, et des étudiants français et aussi des étudiants internationaux. Et est-ce qu'il y a des différences marquées justement dans la manière dont ces différents étudiants vont s'approprier l'expérience artistique et culturelle ou pas? Oui, c'est une très bonne question parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont interrogé des expériences, parce que j'ai aussi interrogé des expériences étrangères ou francophones qui viennent de Tunisie. Et dans la pratique de mon terrain de recherche,
quand j'ai posé aux responsables ou des acteurs, est-ce qu'il y a une différence entre les étudiants étrangers et étudiants internationaux, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de différence dans la mise en place de dispositifs. Et auprès des publics étudiants, parce que les étudiants étrangers que j'ai interrogés, ils ont déjà vécu certaines années en France, ils ne sont pas, ils viennent d'arriver, non. Et du coup, j'ai pas trouvé des différences. Et On a le temps pour une toute dernière question. À distance, je crois qu'il y a une question. À distance? C'est à côté. Non, il n'y a pas de question à distance. Si, t'as pas vu. Si, il y en a une. Monsieur Chaban, on vous écoute. Ben, il y a un biais parce que je suis le directeur de la thèse, donc je demandais à Liane si, après tout, une première définition d'expérience marquante n'est pas simplement méthodologique, quelque chose qui apparaît comme récurrent dans les entretiens, dans les traces que tu as, et qui constitue une sorte d'événement qu'on retrouve et qui est insistant et qu'on essaie et sur lesquels les acteurs ont beaucoup de choses à dire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse dans ce que tu commences à définir comme expérience marquante? C'est-à-dire la définition de cette expérience à travers mes propres expériences, c'est ça? Non, je dirais que méthodologiquement, une expérience marquante, ce serait ce qui apparaît dans les discours comme l'événement auquel se réfèrent les acteurs quand tu les interroges sur leur autobiographie dans le domaine que tu étudies. Ce que j'ai marqué, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ce que j'ai marqué dans parce que c'est ce projet de la création sonore, j'ai pu interviewer certains acteurs sur leur expérience marquante exactement pendant une très courte dizaine de minutes. Et j'ai marqué souvent des ressentis ou des émotions très fortes quand ils racontent leur expérience marquante. Et de plus, je trouvais aussi certaines imaginations dans leur récit de l'expérience marquante. Et il y a certainement d'autres choses et je l'ai pas vu là en tête. Mais je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question ou. On aura tout le temps de discuter. et le jury te posera ce type de questions. Merci à vous de les poser. Hein. Désolée, mais je n'ai vraiment pas compris. Je t'en dirai après. Ok. Non, mais merci en tout cas, Liane, de cette intervention qui ouvre plein de pistes de réflexion et qui montre un travail qui est déjà bien entamé. J'espère. Donc, merci, bon courage pour la suite.